Ils appartenaient à une organisation marxiste stalinienne. Ils sont morts fusillés en chrétiens. L'historien Paul Herriot a retrouvé dans les pages du site Aletheia qui rapporte que le témoignage de l'abbé Franz Stock qui a reçu la confession de leur chef Missak Manoukian. Alors Manoukian ou Manouchian, on verra quelle est la bonne prononciation. On a entendu un petit peu les deux. Moi, je serais plutôt partisan du Manoukian en soi, mais on verra ce qu'en pensent peut-être les spécialistes. En tout cas, Missak Manoukian a reçu la communion avant de mourir. Il est mort avec le secours de la religion, comme on dit. Alors, ça n'a peut-être pas été dit par Emmanuel Macron, mais je n'ai pas écouté l'ensemble du discours d'Emmanuel Macron. Vous nous direz ce qu'il en est. En tout cas, c'est un étranger qui a donné sa vie pour la France et dans les suites du débat sur l'immigration, le repli identitaire, on imagine un peu aussi les amalgames qui peuvent être faits dans cette histoire, d'autant que la présence de Marine Le Pen n'a peut-être rien arrangé. Elle a voulu affirmer sa présence dans l'arc républicain et donc sa légitimité à pouvoir assister à cette cérémonie au Panthéon, la panthéonisation donc de Missak Manoukian et de 23 de ses compagnons. Il était fusillé à l'âge de 37 ans. Jean-François Coulon-Desarts, Carole Sabat et Henrik Lindel. Carole, sur la prononciation déjà. Sur la prononciation, moi je dirais Manoukian, parce qu'en fait, en arménien, le CH se prononce K. Missak, c'est Michel, en fait, à la base. Et donc, tout le monde disait jusqu'à aujourd'hui Manoukian. Je veux dire, il y a le protocole a voulu un peu imposer d'une certaine manière un peu partout aujourd'hui sur les plateaux et même dans le discours du président de la République, il a prononcé à plusieurs reprises Manouchian. Moi, je trouve que c'est Manoukian, c'est plus beau, c'est plus résonnant, ça résonne mieux, etc. Ce qui est intéressant en fait dans cette séquence qui est très très émouvante, moi j'ai couvert sur un plateau de télévision l'ensemble de la cérémonie et je trouve que elle était de bout en bout très chargée d'émotions, très chargée d'histoire, très chargée de messages politiques aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. En fait, il y a une instrumentalisation politique de ce qui se passe, même si ça mérite en fait depuis un certain temps. Et la panthéonisation de Manoukian était sur le dossier, je dirais, depuis des années. Il a eu la distinction de la croix en fait de la résistance. Il a été considéré en 1971, si je ne me trompe pas, en tant que mort pour la France. Mais depuis, en fait, il y a tout un lobby qui voulait qu'il rentre au Panthéon. Et la première fois que ça a été proposé en fait à Hollande, au moment de la panthéonisation des 4 gaullistes, dont un était de centre gauche. Et on lui a proposé d'ajouter en fait le groupe 23. Il a strictement refusé en disant que ça viendra avec le temps, etc. Mais bon, on comprend peut-être il a dit aujourd'hui que s'il avait fait un deuxième mandat, il l'aurait fait. Oui. Mais bon, il se rattrape d'une certaine manière. Après, il y a eu la proposition de le panthéoniser de nouveau à Macron, et ça n'a jamais abouti. Il y a eu une proposition même à un moment donné de dire, qui n'est pas très récente, qui est une double reconnaissance de nationalité arménienne, et parce qu'il est apatride aujourd'hui, arménienne et française, prononcée par le Parlement arménien et par le Parlement français, l'Assemblée nationale en France. Et Macron a refusé cela. Il a dit qu'il préfère qu'il rentre en tant qu'apatride. Et donc ça, c'est en fait la force, je dirais, de cette... ce qu'il a aujourd'hui, il a proposé 2 fois... C'est l'absence de statut qui fait la force. Absolument, c'est l'absence de statut, mais quelque part, ce qu'il faut, c'est voir un peu l'itinéraire de ce personnage qui est cosmopolite. Son épouse Méliné, elle est née à Constantinople. Il faut se remettre dans l'ambiance en fait de l'ottomanisme, de l'Empire ottoman. Lui, il est né dans une ville qui est au sud de la Turquie, pas très loin de l'Euphrate, à Edayan, et qui d'une certaine manière, il y avait l'ottomanisme représentait d'une certaine manière une forme un peu de cosmopolitisme, parce que on voulait intégrer les différentes de l'Europe et de la partie asiatique, des différentes nationalités. Il a été le premier quelque part blessé à travers le génocide arménien, à travers de cet ottomanisme en fait qui est tombé à partir de 1915, et puis par la suite il est monté, je dirais, dans une forme d'adhésion à la France, mais adhésion extraordinaire que moi, en tant que Libanais, on a toujours vécu, on a toujours pensé à la France d'une manière très charnelle. Il a été nourri quand il a été à Beyrouth et à Jounieh de Verlaine, de Baudelaire, de Victor Hugo, donc il avait déjà une adhésion. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle, et le président dans son discours a parlé de Français de préférence, parce qu'ils sont tous en fait des apatrides. Le groupe 23, c'est des Italiens, c'est des Espagnols, ils étaient tous là pour combattre le fascisme d'une certaine manière, qui montait à partir des années 30. Et il faut se souvenir que dans cette période-là, la montée des fascismes en Italie et en Allemagne, mais ici, il y avait un mouvement d'émigration vers la France qui était très important, de toutes ces nationalités, les Polonais et les autres. En fait, d'ailleurs, le groupe 23 n'est que ça. Qui sont arrivés en France. Quel dommage qu'il soit tombé dans les mains des communistes.
Oui, d'une certaine manière, mais à l'époque, le général de Gaulle a intégré les communistes. Allez-y, Carole, une dernière réflexion. Le général de Gaulle a intégré les communistes dans le premier gouvernement d'union nationale après la libération de Paris. Attendez, il représentait 24%. Et de Gaulle a empêché justement que Moscou mette la main. Non, de Gaulle a empêché que Moscou mette la main sur Paris. Non, c'est surtout ça. Je veux dire, souvenez-vous, quand Rol-Tanguy va signer, quand de Gaulle voit Rol-Tanguy signer la capitulation de Paris, il est fou furieux. Pourquoi ? Parce que Rol-Tanguy, c'est le patron des maquis communistes. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, non, sur le Panthéon, c'est devenu aux grands hommes la patrie reconnaissante. Dieu que cette phrase est belle, mais c'est devenu un instrument politique. Je veux dire, je vous rappelle qu'au début... ça l'a toujours été, non ? Oui, mais là, ça devient vraiment au service d'une politique, et ça dépend des valeurs républicaines que chaque gouvernement veut honorer. Parce qu'on a commencé par Mirabeau, là tout le monde sera d'accord. Marat est rentré au Panthéon, puis après on l'a dépantonisé. Ouais. Il faudrait parler des gens qu'on dépantonise. Je sais pas oui, c'est difficile à dire, merci. C'est tôt ce matin, c'est très tôt. C'est un peu comme débaptisé. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis on se souvient tous de Jean Moulin, en 64, entre ici Jean Moulin, le discours fabuleux de Malraux, parce que De Gaulle voulait honorer la résistance. Il savait qu'il fallait encore mettre du ciment. Mais apparemment, toute la résistance n'avait pas été honorée. Non, mais toute la résistance n'a pas été honorée. Sur la résistance communiste, moi j'attends un livre qu'un historien s'y colle, d'ouvrir les archives et de voir ce qui s'est vraiment passé qu'est-ce qu'ont fait les maquisards communistes. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais ça c'est un sujet complètement tabou. Pourquoi complètement tabou, Jean-François ? Parce que vous estimez qu'il y avait des arrière-pensées, des règlements de compte, des éléments stratégiques qui Des éléments stratégiques, je ne vois pas quel est l'intérêt d'aller tirer 2 balles dans le dos d'un dignitaire nazi, d'un commandant nazi, et après, ça fait exécuter 80 otages français. Je ne vois pas l'intérêt stratégique. Il faudrait qu'on m'explique ça. Je ne comprends pas. Et des choses comme ça se sont reproduites parce que vous savez aussi bien que moi que De Gaulle a unifié la résistance, grâce à Jean Moulin notamment, mais que tout le monde se tirait dans les pattes au début. Et puis moi, j'oublie pas que l'Humanité a été publiée dans les années 40 quand même. Hein. L'Humanité arrête d'être publiée lorsque les Allemands envahissent l'Union soviétique. Hein. Il ne faut pas oublier. Il faut voir comment, en fait, comment il s'appelle, Solzhenitsyn a été accueilli en France quand ça a été publié, parce qu'il y avait toute une gauche qui rêvait un peu à cet idéal communisme, mais qui a été complètement désenchanté par la suite avec le goulag, etc., et qui n'a jamais accepté cela. Et la guerre, en fait, des années 40, c'était des communistes, c'était aussi une résistance, dont une partie pour la France. C'est le cas de Missac, personnellement, parce qu'en fait, il avait une grande adhésion pour la France en tant que tel, donc il s'est donné dans une approche sacrificielle pour la France. Il est mort pour la France, alors qu'il avait demandé 2 fois la nationalité, on lui a refusé. Mais c'est vrai ce que dit Jean-François, qu'il y avait aussi l'autre dimension d'un combat internationaliste, quelque part, contre le fascisme. Mais justement, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est panthéonisé, qu'est-ce qu'on panthéonise. Est-ce qu'on panthéonise tout est mélangé, l'acte sacrificiel de quelqu'un et de son adhésion à la France, ou comme insiste Jean-François, l'idée que derrière, il y a quand même une organisation stalinienne qui avait peut-être des objets, un objet et des intentions qui ne sont pas forcément si louables que ça. Henrik Lindell. Au sujet du communiste Missak Manoukian, Emmanuel Macron a parlé de la fraternité humaine, enfant de la Révolution française, guetteur de la Révolution universelle. Emmanuel Macron a été critiqué par beaucoup de personnes qui se sont exprimées depuis pour dire que c'était une façon de faire l'éloge du communisme. C'est vrai. Et je pense que ça se discute en effet. Je pense qu'on peut tout à fait défendre cette idée selon laquelle Emmanuel Macron on a fait un peu trop, en fait. Tout simplement par rapport au communisme. Moi, je pense, à titre personnel, ayant travaillé justement à Témoignages chrétiens, où j'ai pu donc rencontrer beaucoup de communistes issus de la résistance, des communistes chrétiens et des communistes tout court. J'en ai connu plusieurs, même personnellement. Et je pense qu'il faut rendre hommage à la résistance de ces communistes qui ont résisté. Voilà. Mais tous les communistes n'ont pas résisté comme ça. Et le communisme en général ne peut pas être comme ça blanchi. Je veux dire, c'est une banalité de le dire, mais simplement, il faut peut-être le rappeler suite à cette cérémonie qui était par ailleurs très belle. Et merci beaucoup, Carole, d'avoir justement le livre noir, le contexte aussi. Et toute la complexité de la chose, même sur le plan mémoriel français. Tout à fait. Alors maintenant,
faut-il encore rappeler le pacte Molotov-Ribbentrop? Faut-il encore rappeler l'humanité qui paraissait pendant la guerre? Il ne faut pas l'oublier. Jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique. Faut-il oublier Non. toutes ces compromissions historiques commises durant 70 ans de communistes? Mais Eric, le communisme... Et donc, par contre, est-ce qu'il faut rendre hommage à ces communistes qui ont résisté, qui se sont sacrifiés? Bien sûr. Comme Jean Moulin. Et comme tant d'autres, et comme donc Missak Manoukian, il faut absolument faire cette mémoire et rendre justice à ces personnes-là. Ouais. Le communisme, c'est une très belle idée sur le papier. Je veux dire, en pratique, au XXIe siècle, 120 millions de morts. Ouais, c'est tout. Bon, c'est une idée. Alors, c'est un autre sujet, hein, c'est vrai. Mais il y a un momentum politique de ce qui se passe actuellement. C'est ça ce qui est intéressant en fait à analyser aussi. Sur la présence de Marine Le Pen à cette cérémonie. Justement, en fait, ce que je dirais sur les contradictions un peu de la chose, il y a un peu un balancier quelque part qui va et vient. Attal, quelques jours avant, qui dit que le Premier ministre, qui dit que l'arc républicain, c'est l'Assemblée nationale. Le président de la République, quand il a reçu l'humanité, il distille une sorte de poison un peu lent qu'il envoie vis-à-vis du front du Rassemblement national en disant qu'il serait décent qu'ils ne soient pas là. Il a considérant de nouveau, en fait, alors qu'il avait dit avant, que l'arc républicain, ils ne sont pas dedans. Donc, il y a beaucoup de alors, dedans ou pas dedans, alors justement. Mais pourquoi il les reçoit à Saint-Denis à ce moment-là, s'ils ne sont pas dans l'arc républicain? Justement, pourquoi il les reçoit? Et puis, en fait, ce qu'a dit Mélenchon, je trouve que était un peu la réaction la plus... un peu intéressante, mais sans pour autant ne pas envoyer des pics à Marine Le Pen. Il a dit que je jubile par rapport à la présence en fait du Rassemblement national à cette cérémonie, parce que tout le monde, quand on est invité, en fait, en tant que député, ils sont obligés d'être invités, mais on honore l'invitation. Mais je jubile devant la capitalisation de l'extrême droite française, devant en fait le communisme, de la résistance communiste. Donc il a pris de cette manière-là, mais ça rouvre un peu tout le débat de l'instrumentalisation un peu de cet événement à des fins politiques, à l'approche en fait des élections européennes, quoi. Ouais. Là, pour le coup, Carole, je suis absolument d'accord avec vous. Hein. Je pense que c'est aussi simple que cela. Je pense que c'est dans le contexte actuel qui est électoral. Hein. Il faut que le pouvoir actuel, le gouvernement actuel, le camp présidentiel se montre un peu au détriment de ce qu'il appelle l'extrême droite et tout ça. Mais un député en France, c'est un député de la nation. On est d'accord là-dessus. Donc, il représente les Français. Et de dire d'emblée que un tel n'est pas vraiment admis dans l'arc républicain, c'est pour moi c'est une absurdité, en fait. Et c'est aussi totalement incohérent ce que vous avez dit à très juste titre, Jean-François, parce que de temps en temps, le Rassemblement national, ils sont tout à fait invités à plein de choses. Je pense que Macron... Donc c'est totalement incohérent. Voilà, Eric, vous avez raison. Je pense que Macron... Il faut avoir... Henrik, pardon. Vous avez tout à fait raison. Il faut avoir sur Macron présent à la tête que toutes ses actions sont guidées par une chose, à une seule. Ne pas laisser les clés de l'Élysée à Marine Le Pen. Et si vous mettez ce logiciel sur ce qu'il fait, ça devient limpide. Mais ça n'aboutit qu'à ça, malheureusement. En fait, ça n'aboutit qu'à ça. Tout cela, ça n'accrédite que la montée des extrêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, la Ve République, elle est prise en étau d'une manière très violente, à l'intérieur de l'Assemblée nationale et à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Avant, c'était en dehors de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a l'extrême gauche et on a l'extrême droite. Et on a une vraie crise, pas seulement institutionnelle de la Ve République, parce que pour la première fois dans l'histoire, un président de la Ve République n'a pas de majorité. Il est obligé, et non plus, ils n'ont pas réussi à remplacer ça par une coalition. Parce qu'en fait, le va-et-vient avec les Républicains, c'était toujours très, très mauvais. Et donc, aujourd'hui, on est dans une vraie crise qui n'accrédite que la montée des extrêmes, d'extrême gauche ou de l'extrême droite. Alors, je parlais d'amalgame tout à l'heure avec l'histoire de cette cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian, parce qu'il y a l'idée qu'un étranger apatride est panthéonisé, c'est aussi s'inscrit dans le contexte du débat sur l'immigration. Il y a un autre sujet dont on va parler, qui n'a rien à voir en soi avec ce sujet, mais comme tout se confond dans ce monde médiatique et cette caisse de résonance médiatique, c'est l'imam Majoubi qui se retrouve expulsé après avoir proférer dans ses prêches des appels à la haine visant les femmes, les juifs, la société française, qualifiés de pourris, etc.
Donc, tout cela vient se greffer, en fait, dans ce contexte-là, et la présence de Marine Le Pen aussi. Alors, comment distinguer, comment interpréter Jean-François Coulon-Desarts, Carole Sabat, Henrik Lindell. Allez, Henrik, vous voulez repartir sur le sujet, ou Jean-François, sur l'imam Majoubi? Eh bien, sur l'imam, on peut dire que Darmanin peut remercier les Tunisiens. Donc, il est intéressant à suivre, Darmanin, parce que il est à la une de Paris Match. Les photos sont dans le bureau de son ministère, avec son fils sur les genoux, un peu façon Kennedy, vous vous souvenez, dans les années 60. Il n'a pas son chien entre les jambes, comme non, il n'a pas son chien Attal. entre les jambes. Voilà. Mais bon, l'imam du Nord qui s'était tiré, et que c'est les Belges qui l'ont récupéré, etc., ça avait été quand même un gros camouflet. Donc là, sa loi, il nous raconte à longueur de médias que sa loi fonctionne, que sans cette loi, il n'aurait jamais pu faire ça, qu'on a arrêté l'imam et qu'il est déjà reparti en Tunisie. D'accord, sauf que pour expulser les gens, il faut être deux. Il faut que le pays d'accueil, entre guillemets, soit d'accord. L'accord consulaire. Voilà, l'accord consulaire que les Tunisiens ont donné. Donc Darmanin peut remercier son homologue tunisien, ça c'est sûr. Ils avaient besoin de ça aussi. Ça se passe pas du tout pareil avec les Algériens. Parce que quand on nous dit que les expulsions marchent à tire-larigot, c'est absolument faux. C'est ridicule, c'est quelques centaines de types par an. Parce que l'Algérie aujourd'hui se départ de la France complètement. L'Algérie, elle est inscrite aujourd'hui elle tourne complètement le dos à la France, et à bon escient. Elle veut rentrer dans les BRICS, elle veut rentrer en fait dans la stratégie de ce qu'on appelle le Sud global, et donc ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, la Tunisie est dans une situation beaucoup plus critique, parce que c'est un petit pays qui est aujourd'hui gouverné par un autocrate 12 millions, aussi. ouais. 12 millions, c'est plus petit que l'Algérie, et elle a besoin de la France. La France, en fait, utilise ça ponctuellement, mais c'est aussi l'intérêt des Tunisiens, du gouvernement tunisien, de faciliter cela à Darmanin. Mais je suis entièrement d'accord avec toi qu'il s'inscrit dans une stratégie présidentielle. La loi immigration Darmanin, la loi immigration, l'épisode de la loi immigration un peu ternit son image, mais aujourd'hui, il va se redonner. Donc, c'est le message subliminal, comme le message de cette panthéonisation, si on rattache le sujet à l'immigration, c'est le message subliminal de Gérald Darmanin, c'est de dire avec moi, ça suffira, il n'y aura pas besoin d'aller plus à droite. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Henrik Lindell. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet imam Majoubi, hein? Majoubi. Écoutez, c'était le prénom aussi. Oui, donc, Majoubi. Avant de, donc, si j'ai bien compris, donc avant de qualifier le drapeau tricolore, il a parlé aussi de beaucoup de drapeaux en même temps, parce que c'était dans le contexte de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, avant de qualifier le drapeau, et plein de drapeaux de sataniques, mais notamment le drapeau français, donc il avait déjà fait des déclarations faisant l'éloge du djihad avant, dans sa mosquée. Il avait aussi dit que les femmes étaient inférieures aux hommes. Plus généralement, il a fait preuve de haine à l'égard de l'Occident. C'est ce qui est dans le rapport, ce qui a permis aux autorités de le renvoyer en Tunisie, de l'expulser vers la Tunisie. Et moi, là-dedans, il y a une question que je me pose, c'est quand Gérald Darmanin explique que c'est grâce à sa loi, ou grâce à la loi, la nouvelle loi de l'immigration, il a pu aller jusqu'au terme de cette expulsion. Et là, je n'ai pas très bien compris, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui lui a permis de faire cette expulsion? Parce qu'il pouvait déjà le faire, me semble-t-il. Ce qui est nouveau dans la loi d'immigration, c'est qu'il pourrait le faire par rapport à ces personnes qui sont venus en France avant l'âge de 13 ans. Et donc, je vois... Oui, dites-moi. C'est la possibilité de prendre un arrêté ministériel qui n'était pas possible avant, en fait, dans les dispositions législatives anciennes. Aujourd'hui, le ministre, il peut, dans certaines circonstances, prendre un arrêté ministériel, mais encore une fois, ça dépend en grande partie de la coopération de la partie vers qui on expulse. Et tout référé, en fait, parce qu'ils auraient pu faire un référé dans le temps, ils faisaient un référé pour suspendre, en fait, toute décision d'expulsion, parce qu'il n'y avait pas de texte. Et donc, ils réussissaient à pouvoir, en fait, suspendre ces décisions. Aujourd'hui, il a réussi à le faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité de faire de référé. On peut toujours faire du référé, mais il n'y a plus de fondement juridique, je dirais, pour arrêter la décision ministérielle en tant que telle. L'imam Majoubi était quand même installé en France depuis 1980, donc je présume qu'il n'a pas dérivé... Il n'a pas de nationalité française. Il n'a pas de nationalité française. Il a un titre de séjour. Oui, mais le fait que vous soyez installé en France n'empêche pas que vous soyez expulsé. Ah non, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on aurait aimé savoir, c'est depuis combien de temps cet imam était surveillé, depuis combien de temps s'était mis la dérivée, etc. Vous voyez, parce que 80, c'est quand même pas rien. Il a des prêches radicales depuis un certain temps, tout le monde le savait. Parce qu'en fait, il était
procédure de divorce, je crois. Mais c'était Oui, et au il s'est titre de conjoint, Oui, au titre il de s'est conjoint remarié. qu'il pouvait Il rester était en bigame. France. Il s'est remarié avant d'être Tout à fait, divorcé. il était bigame, Donc il oui. était bigame. Oui, Et oui. ça, Au la terme- bigamie en France, ça marche pas, on expulse. Oui, sur le Aussi. plan légal, il Sur était le plan bigame. légal. Ouais, ouais. Et peut-être a-t-il été trahi par ses vidéos aussi, puisque je ne sais pas si tous ses prêches avant étaient Oui, en tout cas, nécessairement filmés. ce que je voulais dire, c'est que ça ne me paraît pas d'une clarté parfaite, quoi. Justement, cette idée selon laquelle c'est grâce à la nouvelle loi qu'on peut faire ça. Enfin, c'est ça qui ne me paraît pas du tout clair, en fait. Je suis d'accord avec vous, Henrik. l'explication, effectivement, de Carole, j'entends, et j'ai entendu d'autres juristes dire que c'est pas, en fait, c'est pas vraiment exact ce que dit Gérald Darmanin. Mais bon, peu importe. C'est-à-dire, ce qui n'est pas exact, ce que vous supposez, c'est qu'on pouvait le faire avant. Je laisse ce C'est ça que débat vous aux voulez dire, juristes. Gérald. Mais parce qu'on est dans un contexte on est dans un débat politique aussi. Gérald Darmanin veut se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Et il a été en une de Paris Match, lui aussi, avec ses enfants, un peu comme Robert Kennedy, John F. Kennedy, pardon, en 1960. Voilà, donc il est dans une logique où il faut se mettre en avant, en disant que c'est grâce à moi que ça a été fait. Et je me permets d'en douter un tout petit peu. Juste, mais Carole, vous... Ah oui, non, mais ça, on le doute. Allez, on reparlera des ambitions de Gérald Darmanin. Demandez aux Républicains. Dernier sujet, ce matin, ce sont les économies annoncées sur le budget 2024. 10 milliards d'économies supplémentaires annoncées par Bruno Le Maire pour faire face à la baisse de la croissance qui est prévue cette année, qui passe de 1,4 à 1%. Et donc, il faut tailler dans les dépenses. Il ne faut pas augmenter les impôts parce que ça, c'est le dogme du macronisme, en quelque sorte, hein, Jean-François Coulon-Desarts. Ne pas augmenter les impôts. La France est déjà extrêmement mal classée en termes de fiscalité. Et donc, il faut tailler dans les dépenses. On est les premiers du monde en termes de fiscalité. Je veux dire, c'est une place auquel on tient et auquel les gouvernements successifs se battent pour garder cette première place. Je veux dire, on a combien 3 000 milliards de dettes. L'argent facile, l'argent facile, c'est terminé. Il suffirait que la conjoncture internationale se retourne encore plus pour que le poste de la dette devienne le remboursement de la dette, des intérêts de la dette devienne le premier poste de l'État devant l'éducation nationale. C'est absolument surréaliste. Donc oui, il faut faire des économies. Alors, ce qui est problématique, c'est que structurellement, en fait, on dit que les nouvelles règles en fait budgétaires de la capitalisation de la dette au niveau européen rendent la France encore beaucoup plus fragile d'un point de vue structurel sur le calcul de sa dette et l'expression, en fait, le maintien des ratios de Maastricht en tant que tel. Et donc ça, on le passe sous silence. On est 25e sur 27 en termes de rapport dette-PIB. Explosion en fait des dépenses avec les Jeux Olympiques, avec les 400 millions donnés en fait aux agriculteurs, et ça va venir en fait, le reste va venir. Il y a d'autres et en même temps les 3 milliards aussi qui vont partir chez les Ukrainiens. Est-ce qu'on a la possibilité, on demande en fait de faire des économies de 10 milliards, on fait partir 3 milliards comme ça sur un coup de tête là-dessus, alors que on voit que le budget des États-Unis, en fait, ils sont très regardants sur l'aide aujourd'hui qu'ils doivent donner, alors qu'ils ont des moyens beaucoup plus importants que nous. Donc tout ça, on n'est pas assez regardant pour vous, Carole. Tout ça, c'est un peu contradictoire, je dirais, par rapport à la situation des Français qui sont aujourd'hui dans une situation très défavorisée, d'une certaine manière. Il y a une paupérisation de la population française qui est très, très problématique. Oui. Et donc, on a l'impression de surfer sur tout ça et d'expliquer la chose et son contraire, malheureusement. On peut peut-être rappeler justement aussi le contexte européen qui n'est pas facile. L'Allemagne, qui est depuis quelques mois en récession, hein. L'Allemagne qui va beaucoup moins bien que la France statistiquement. Hein. Les fondamentaux, à mon avis, sont pas enfants, vraiment beaucoup moins d'enfants et l'énergie. En cause, à mon avis, parce que mais conjoncturellement, statistiquement, l'Allemagne va moins bien que la France. Il y a d'autres pays qui vont pas très bien non plus. La France se tient à peu près dans la moyenne européenne. Alors que les États-Unis, sur le plan de la croissance, en tout cas, les États-Unis vont en fait très bien, on peut dire, dans le contexte actuel. Ils ont réussi à faire démarrer toute leur industrie après la pandémie, contrairement à l'Allemagne. Il faut redonner du pouvoir d'achat. Leur gaz de schiste, beaucoup plus cher que ce qu'on achetait en fait l'énergie russe.
faut redonner du pouvoir d'achat oui. aux Français. Donc, c'est pas, je ne suis pas économiste, mais imaginons qu'on descende de 10% le taux de prélèvement sur les salaires, 10% pour les patrons. Notre industrie devient beaucoup plus compétitive. Et puis alors, comment vous me dites l'État va perdre beaucoup d'argent? Oui, il suffit d'augmenter la TVA sur certains produits. Et je pense que la consommation repartirait et peut-être que l'État s'y retrouverait. Il y aurait besoin d'une grande réforme de la fiscalité. Absolument. Certains, c'est totalement illisible. C'est peut-être le chantier manqué d'Emmanuel Macron, ça. La fiscalité et la simplification. Et on veut simplifier. Attal nous dit, je veux simplifier. Pourquoi il n'y a pas un ministre de la simplification administrative? Pourquoi on n'a pas... là, ça aurait du sens. Je veux dire, là, pour l'instant, ce sont des bonnes paroles. Ils veulent tous simplifier. Bon, Hollande le voulait. Ils veulent tous simplifier. Et on fait rien du tout. Déjà, vous parlez, vous le dites, c'est bien. Merci beaucoup à tous les trois. Jean-François Coulon-Desarts, Carole Sabat, Henrik Lindel. Le grand débat à retrouver, bien sûr, sur le site de la radio, l'application mobile. Merci de nous écouter. À la semaine prochaine.